Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette convention digitale organisée par la SFEN, la Société française de l'énergie nucléaire, en partenariat d'ailleurs avec le GIFEN, le groupement des industriels de l'énergie nucléaire. Je m'appelle Stéphane Delage, on va passer cette matinée ensemble, je suis journaliste, et nous allons ce matin parler de cette industrie productrice d'énergie électrique décarbonée bien sûr, mais pas seulement. En France, le nucléaire est la troisième force industrielle après l'automobile et l'aéronautique, une industrie qui suggère l'innovation, la recherche et qui est bien entendu créatrice de très nombreux emplois dans un écosystème très dense de TPE et de PME. C'est d'ailleurs le thème de cette matinale. Comment le nucléaire est-il au service de nos territoires? Quels sont les bénéfices? Comment l'environnement est-il pris en considération? Et quelles sont les retombées économiques, bien entendu? Nous aborderons ces questions au travers de deux tables rondes. L'une dans laquelle il sera question plus particulièrement d'environnement. Nous parlerons de la Loire, bien entendu, puisqu'en région centre, vous le savez, il y a 4 centres de production nucléaire sur la Loire, Loire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, on en reparlera. Nous parlerons aussi du réseau de transport avec RTE, et puis des débouchés scientifiques, et notamment dans la partie médicale. Une seconde table ronde abordera la question du poids économique de la filière nucléaire, des emplois et donc des formations pour les métiers d'ingénieurs, mais aussi de ces très nombreux métiers dont on dit qu'ils sont en tension et qui, dans l'avenir, devront être formés. Vous pourrez bien entendu vous-même poser des questions par l'intermédiaire du chat. Je pense que pour beaucoup vous êtes désormais habitués à cette forme d'intervention. Donc voilà, le chat va être ouvert, les questions arriveront directement sur mon écran. Mais en ouverture, j'ai le plaisir d'avoir, pas très loin de moi, mais par écran interposé, Monsieur André Copin, qui est président du groupe Val-de-Loire, enfin de la SFEN Centre Val-de-Loire. Bonjour Monsieur Copin. Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors Monsieur Copin, merci de votre présence. Je vais vous laisser le soin d'introduire cette matinée, peut-être avec quelques mots de présentation de la SFEN. Je suis resté très light sur cette partie-là. Tout à fait. Bon, la Société française de physique, donc d'énergie nucléaire, excusez-moi, puisque c'est une association de femmes et d'hommes pour faire avancer le nucléaire. La SFEN a pour mission donc de développer les connaissances de toutes celles et de tous ceux qui s'intéressent à l'énergie nucléaire. Pour ce qui concerne effectivement nos activités en centre Val-de-Loire, puisqu'il s'agit de notre territoire, notre groupe est surtout actif dans le domaine des commissions locales d'information. Mais je vous en dis quelques mots. Donc, le nucléaire en Val-de-Loire, c'est essentiellement 4 centrales nucléaires. Si on regarde un peu, disons que depuis en Sancerre, en longeant la Loire en direction de Nantes, on retrouve donc le site de Belleville sur la rive gauche, qui comporte 2 tranches 1300 mégawatts et qui peut-être un jour pourra accueillir peut-être des EPR. Ensuite, en remontant, en passant au niveau de Chien, on retrouve sur la rive droite le central, le CNPE de Dampierre, 4 tranches 900 mégawatts. En continuant, après Orléans, on prend sur la gauche, on retrouvera le site de Saint-Laurent, qui comprend donc 2 tranches 900 mégawatts, mais également 2 tranches UNGG en cours de démantèlement. Continuons, nous arrivons sur le site de Chinon, le magnifique site de Chinon, qui lui donc comporte 4 tranches 900, mais également 3 tranches UNGG en cours de démantèlement. Ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler, c'est que à Chinon, c'est le lieu où EDF a implanté son premier réacteur nucléaire, EDF1, à la fin des années 50, pour produire en application de la loi Péon. Donc, il y a vraiment, au niveau de Chinon, un territoire où sont ancrés vraiment le nucléaire et ses activités. Pour ma part, je fais un petit clin d'œil parce que j'ai commencé ma carrière sur Chinon A2 en 1968
Et j'ai fait partie de la dernière équipe qui a arrêté Chinois 1, qu'on appelait à l'époque EDF1, donc en avril, en avril 73. Ensuite, si on remonte le cours d'Albert pour venir sur Tours, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier le centre d'ingénierie de Tours, qui est le CNEP, qui autrefois s'appelait la région d'équipement Tours, et qui ensuite, à l'origine, c'était appelé la région d'équipement nucléaire numéro 2 pour la construction de Saint-Laurent. Donc, le territoire, effectivement, donc du centre Val-de-Loire, c'est essentiellement de la production d'électricité, qui correspond, c'est une région qui produit plus 4 fois à peu près sa consommation d'une électricité qui est à 100% décarbonée, puisque 96% c'est de l'origine nucléaire et le reste est d'origine hydraulique, éolien ou solaire. Donc, c'est vraiment un bas carbone, puisqu'on est à peu près en moyenne là à 5 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, donc, voilà un petit peu le panorama du nucléaire dans notre région. Ensuite, je dirais un petit mot sur l'activité de notre groupe Sven Val-de-Loire. Nous sommes présents donc sur les commissions locales d'information, les 4 commissions locales d'information. Cette activité nous correspond à l'engagement de 6 de nos collègues, car chaque CLI organise entre 2 à 3 réunions annuelles. Et sur certains CLI, nous sommes aussi partie prenante dans la préparation des travaux au niveau des bureaux. Nous sommes présents aussi au niveau national, au niveau pour ce qui concerne l'Assemblée générale de l'ANCLI. L'ANCLI, c'est l'association des CLI. Et nous participons, bien entendu, à plusieurs actions de niveau national concernant effectivement le nucléaire. Bon, ça, c'est nos activités pour ce qui concerne la région centre, Val-de-Loire. Par contre, nous sommes aussi présents, et ça c'est dans la région Pays de la Loire. Et en Pays de la Loire, nos activités sont plutôt orientées sur la formation. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans notre table ronde. Voilà pour ce qui me concerne. Merci beaucoup pour ces propos introductifs, Monsieur Copin. Juste un mot, puisque vous le disiez avec modestie, mais je me permets de redire 2 petites choses. Vous avez débuté votre carrière à Chinon en 1968. Vous avez aussi travaillé aux États-Unis dans la filière eau bouillante. Vous avez rejoint le service de sûreté nucléaire à Paris. Vous avez suivi le démarrage de Saint-Laurent-des-Eaux et toutes ces choses-là. C'est dire que vous connaissez parfaitement l'histoire du nucléaire en France. Pourquoi la SFEN a-t-elle été créée? Vous m'en parliez l'autre jour en préparant cet entretien. L'objectif, c'était quoi au départ? Bien, à l'origine, la création de la SFEN s'est origine en 1974. Elle visait essentiellement à animer une formation du nucléaire auprès des élus, puisque dans ces périodes début des années 70, il fallait trouver impérativement des sites pour accueillir la construction de centrales nucléaires. Donc, la SFEN, dans ce premier temps, avait quand même une mission d'information essentielle auprès des élus, auprès des populations également. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Copin. Vous restez bien entendu avec nous ce matin et en fil rouge, vous intervenez quand vous en avez envie.
Alors, première table ronde pour évoquer un sujet qui est essentiel en France et qui peut-être est une particularité dans notre pays, c'est ce qu'on appelle la solidarité électrique entre les régions. Nous verrons que c'est un sujet essentiel dans les choix stratégiques de la France, au même titre que la décarbonation et la surveillance, bien entendu, de notre environnement et des installations. Alors, pour aborder ces questions, sont avec nous Didier Burnel. Bonjour Monsieur Burnel, qui est directeur maintenance chez RTE Centre Val de Loire. C'est bien comme ça qu'il faut dire. Tout à fait, c'est bien comme ça qu'il faut dire. RTE, je le précise, mais on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Vous nous donnerez quelques éléments importants techniques. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité de haute et de très haute tension. Je crois que c'est un peu plus de 100 000 kilomètres, 100 000 kilomètres de lignes électrifiées en France. En région centre, tiens, ça correspond à quoi à peu près en kilométrage? En région centre, on a 6700 km de lignes environ, en haute et très haute tension. Alors j'imagine, on en reparlera, que ce sont des kilométrages qui sont importants puisque Monsieur Copin vient de le dire, la région centre avec 4 centres de production est largement exportatrice de l'énergie qu'elle produit. Benoît Rossignol est également avec nous. Benoît Rossignol qui est directeur de la ressource en eau à l'établissement public Loire. Bonjour Monsieur Rossignol. Bonjour, bonjour à tous. Alors l'eau, on l'a vu, hein, et j'ai bien aimé la façon dont André Copin l'a dit. Lorsque vous êtes à Dampierre-en-Burly, vous descendez et un petit peu sur la gauche, vous tombez sur Saint-Laurent-Nouan. Vous descendez un peu plus loin, c'est tout juste ici, après la pharmacie à droite, vous arrivez à Chinon. Toutes nos centrales nucléaires sont étalées sur la Loire, un fleuve que vous regardez, bien entendu, que vous scrutez, que vous organisez au jour, d'une façon très précise et constante. Oui, sur toute sa dimension à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Loire, avec un fleuve qui fait 1000 km et un bassin qui couvre un cinquième du territoire national. Donc de manière précise, mais autant qu'on peut être précis à cette échelle-là. D'accord, on parlera de ça avec vous et on verra de quelle façon vous travaillez avec vos ingénieurs. Antoine Ménager, vous êtes le directeur du CNPE de Chinon, par exemple, dont il a déjà été question. Bonjour Monsieur Ménager. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Effectivement, tout à fait à l'aval, sur la Loire de la région Centre-Val de Loire, limitrophe du Pays de Loire, hein, puisque à 5 km et puis un peu plus loin, il y a Saumur. Donc effectivement, ce matin, là, au moment où je vous parle, c'est 2500 personnes qui sont sur le site. Ça sera la table ronde d'après, mais vous savez qu'on génère à peu près 10 000 personnes vivent de la centrale. Mais pour la thématique, évidemment, vous avez cité, on est une région massivement exportatrice. Chinon, à elle seule, suffit à alimenter la région Centre-Val de Loire, mais elle va largement vers l'ouest. Je pense que nos collègues de RTE pourront en parler. Et puis je salue amicalement André Copin, parce qu'il a cité la boule, vous l'apercevez peut-être derrière moi où il a commencé. C'est vrai que Chinon est un site plein d'histoire, a montré qu'il avait su faire la transition entre une première génération et une deuxième génération de réacteurs, ce qui montre qu'on pourrait faire la transition entre une deuxième et une troisième. Et puis pour montrer les facteurs d'échelle, hein, moi je salue ces pionniers que j'ai connus, mais aujourd'hui un mois de production des 4 réacteurs 900 MW de Chinon, un mois de production, ça fait l'ensemble de la production de Chinon A1 sur ces plus de 15 années de production. Voilà les changements d'échelle qu'il y a eu. Alors on va parler de cette partie historique et justement de l'évolution qu'a connue le nucléaire grâce à tous ces gens comme André Copin justement qui ont participé à l'évolution, à la recherche et au développement des nouvelles installations. Et puis dernière personne qui participe à cette table ronde, j'espère que la connexion est bien établie avec lui, c'est le docteur Laurent Philippe. Bonjour docteur. Non, alors on me dit que le docteur Laurent Philippe n'est pas encore avec nous. C'est pas très grave. On va le rattraper tout à l'heure. Je pense que en régie technique, ils sont en train d'essayer de faire le nécessaire.
On va commencer, je vous le disais dans cette table ronde, on va parler de tout ce qui est autour du nucléaire, l'environnement, la science, l'énergie, tout ce qui va permettre de développer tout ça. Peut-être commencer avec vous, Didier Burnel. Le nucléaire, je le disais, est la troisième force industrielle française après l'automobile et l'aéronautique. Et la région Centre-Val de Loire est une région exportatrice avec ses 4 centres de production, de l'importance d'être capable de diffuser cette électricité d'une façon homogène sur l'ensemble du territoire et même en plus vers l'étranger. Alors vous me diriez, on pourrait commencer avec la production au centre de Chinon, mais le réseau, l'organisation, puisqu'il s'agit de solidarité. C'est, j'imagine, extrêmement complexe à organiser et en même temps, vous devez vous caler sur la production elle-même, puisque le propre de l'électricité, c'est qu'on ne sait pas la stocker. Exactement. Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire quand même une courte présentation de RTE, gestionnaire de réseau de transport électricité, alors qu'on commence à connaître un peu mieux maintenant, mais qui reste encore un peu grand inconnu du public en règle générale. Donc en fait, on assure, on dira, le transport d'électricité sur l'ensemble du territoire et de la métropole. Néanmoins, c'est pas notre seule mission. On assure en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, l'accès à une alimentation électrique économique sûre et propre. On doit également, dans nos missions, réussir la transition énergétique en accueillant, alors bien sûr, les groupes déjà raccordés sur les nouvelles énergies renouvelables. On doit optimiser leur contribution, on doit éclairer les décisions publiques prises dans ce cadre. Et puis on doit également, on a un rôle d'opérateur territorial, on doit favoriser le développement du tissu industriel des territoires et participer à la compétitivité des entreprises françaises. C'est jamais trop simple d'expliquer un peu le rôle de RTE. Alors, ce qu'on essaye de faire en règle générale, c'est une analogie avec le transport routier. On explique que le réseau de transport électricité, avec ses niveaux de tension du 400 000 volts au 63 000 volts, c'est un peu comme les autoroutes sur le réseau autoroutier et routier, et ensuite les nationales et les départementales. Et nous, on s'arrête quasiment aux portes des villes, où c'est des distributeurs comme Enedis ou d'autres entreprises locales de distribution qui assurent en fait on dira l'alimentation des particuliers, des PME et des PMI. Donc tout à l'heure, vous évoquiez effectivement notre rôle de solidarité au niveau de l'énergie. RTE, c'est 106 000 km d'ouvrages électriques, hein, haute et très haute tension, mais c'est aussi des fibres optiques, puisqu'en fait aujourd'hui, il y a on dira le transport de puissance, mais la partie courant faible devient également très importante. C'est un certain nombre de postes, mais c'est aussi des lignes d'interconnexion avec l'étranger. Il y en a à peu près 50, 51 actuellement, et c'est en train de se développer. Et la solidarité, elle existe entre les régions, mais elle existe également entre les pays. Et ça a toujours été un petit peu le cœur du développement du réseau électrique. C'est en fait de profiter des moyens de production situés à un endroit pour alimenter des régions, des endroits ou des pays qui en manquent conjoncturellement ou structurellement. Si on revient un petit peu sur Centre-Val de Loire, on l'a expliqué tout à l'heure en introduction, c'est une région qui est un peu atypique en France, de par la quantité de centres de production qui existent, bien sûr nucléaire, mais maintenant rejoint par du solaire, de l'éolien, et puis également un peu d'hydraulique. Ce qui fait que la région, effectivement, est une région qui exporte à peu près 4 fois ce qu'elle produit par rapport à son besoin en consommation locale. D'où une importance stratégique de la région, avec un développement surtout des lignes 400 000 volts très, très important. Tout à l'heure, j'évoquais qu'il y avait à peu près 6 700 km d'ouvrages sur la région Centre-Val de Loire, avec une très grosse part des lignes 400 000 volts pour effectivement raccorder les gros centres de production, en particulier nucléaires, et puis assurer on dira, l'alimentation de 2 régions fortement en déficit de production. Alors qu'on connaît bien, c'est la région parisienne, il y a quand même assez peu de moyens de production, on ne voit pas beaucoup d'éoliennes, il n'y a pas de centrales nucléaires sur la région parisienne. Et donc, à peu près 27-28% de la production de Centre-Val de Loire part sur la région parisienne. Et l'autre
endroit où l'énergie est dirigée, c'est sur la partie ouest, qui est également structurellement difficile de production, quoi. Ça, c'est la stratégie aujourd'hui. Et puis le réseau également est un lien entre le nord et le sud, puisque en fait, on a un nœud électrique qui se situe à Aiguzon, donc 400 000 volts, où il y a d'ailleurs une centrale hydraulique, et qui assure un peu le lien entre le nord et le sud, et qui permet des transits qui vont de l'Angleterre à l'Espagne. Alors, une chose importante, je crois, c'est que l'activité de RTE est un monopole régulé, ce qu'on appelle un monopole régulé. Vous êtes une entreprise de service public. Effectivement, nous sommes une entreprise de service public et on se doit effectivement à l'ensemble euh, des clients de l'entreprise le même type de service à tout moment, quel que soit l'endroit. C'est un peu le fonctionnement comme on appelle au timbre-poste, c'est-à-dire que il n'y a pas une différenciation du transport d'électricité selon l'endroit où on se trouve en France, même s'il y a par endroit des difficultés d'approvisionnement notoires. Alors, vous l'avez pas encore évoqué. On y reviendra tout à l'heure. Je vais laisser la parole aux autres intervenants. Mais RTE, c'est un peu plus de 9000 emplois. Mais surtout, il y a un chiffre que j'ai trouvé qui, pardonnez-moi, vous me direz si je me trompe, c'est 35 millions d'euros investis en recherche et développement, un investissement de 2 milliards d'euros par an en investissement, hein, j'entends, pour permettre la stratégie bas carbone et accéder aux nouveaux usages, à tous ces besoins qui vont être les nôtres dans les prochaines années. C'est considérable en termes d'investissement. Alors, c'est considérable. Alors, j'ai corrigé un petit peu vos chiffres, hein. Effectivement, 2 milliards, c'est la cible à très court terme. Actuellement, on a à peu près 1,5 milliard, 1,6 milliard. Mais le chiffre qui est un peu plus représentatif, c'est les 33 milliards d'investissements qu'on va en faire sur le réseau d'ici 2035. Donc, on retrouvera à terme les 2 milliards que vous évoquez. D'ici 2-3 ans, on sera à peu près à ce niveau d'investissement par an. On voit donc que le transport de l'énergie, cette solidarité au travers de notre pays et des pays européens est importante. Je reviendrai vers vous dans un instant. Je voudrais donner la parole à Benoît Rossignol, je le rappelle, qui est directeur de la ressource en eau à l'établissement public Loire. Monsieur Rossignol, pour que cette électricité puisse être produite, il faut de l'eau, d'où le fait que les centres de production sont établis sur les principaux fleuves de France. La Loire en est un. Euh, quelle est la part de l'établissement public Loire? Et vous, en tant que, alors je dis que vous étiez directeur de la ressource en eau, vous êtes un peu le gardien de cette ressource qui est essentielle, qui est scrutée, à laquelle tout le monde fait très attention, puisqu'on prend de l'eau en Loire, on la remet en Loire après. Euh, quelle est votre fonction et comment fonctionne l'établissement public Loire au regard du nucléaire? Alors, tout d'abord, l'établissement public Loire est un groupement de collectivités, donc de régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale, qui sont parce qu'ils sont concernés par la gestion de la Loire et de ses affluents, qui dépassent les limites administratives de leur territoire d'intervention à chacune de ces collectivités. Donc c'est plus de 50 collectivités et qui ont pour problématique la gestion de ces cours d'eau, avec pour chacune des collectivités à l'amont, des collectivités à l'aval, ce qui oblige à faire une action en solidarité et en commun pour gérer ces cours d'eau. Parmi les problématiques, il y a des problématiques quantitatives parce que la Loire et certains de ses affluents aussi ont des régimes assez irréguliers. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'eau et donc des risques d'inondation. Et puis aussi des moments où c'est la sécheresse et donc où on connaît ce qu'on appelle des étiages, c'est-à-dire le moment où l'eau est la plus basse dans les rivières, souvent l'été, très sévère. Donc on peut avoir de l'ordre de quelques mètres cubes par seconde en été, alors qu'on peut avoir des crues de plusieurs milliers de mètres cubes par seconde à d'autres périodes de l'année. Et donc l'un des enjeux, c'est de réguler un petit peu le débit de ce fleuve et de ses affluents,
Et pour cela ont été construits au début des années 1980 2 barrages structurants importants. L'un qui est près de Roanne, à Villeray, donc le barrage Villeray qui permet à la fois d'écrêter les crues principales et d'autre part de soutenir les débits l'été en stockant l'eau qui arrive pendant l'hiver. Et puis un autre barrage qui est sur l'Allier, en dérivation de l'Allier, qui est le barrage de Naussac. Donc on est en Lozère, donc on est vraiment très loin de la région centre, et pourtant c'est ce qui permet de réguler le débit de l'Allier et donc de la Loire aussi l'été. Donc 2 barrages très importants et structurants dont l'établissement public Loire est propriétaire et gestionnaire en fait. Voilà. Alors, je vois tout de suite et je vous pose cette question puisque vous parlez de l'étiage et des niveaux d'eau. Une question est arrivée par le chat. Est-ce qu'avec le changement climatique, on anticipe une baisse de production des centrales en bord de Loire? Alors c'est une question un petit peu complexe. Ce qu'on anticipe avec le changement climatique, c'est une baisse des débits à la fois en moyenne sur l'année dans la Loire et aussi en étiage. Donc on peut imaginer que ça voudrait dire une baisse directe des productions. C'est pas du tout certain pour différentes raisons. C'est que d'abord il y a d'autres usages que l'usage pour la production électrique des centrales nucléaires. L'eau de la Loire est utilisée aussi pour l'alimentation en eau potable de la population, pour l'irrigation, pour les canaux de navigation, plutôt un peu à l'amont de la région centre. Et puis elle est aussi utilisée par les milieux naturels. Donc il y a des règles de gestion qui permettent de satisfaire l'ensemble des usages. Si la ressource diminue, on peut penser que la discussion se fera pour trouver un autre équilibre, sachant que dans cet équilibre rentre la ressource stockée par les barrages, qui permet de réguler et peut-être d'assurer un équilibre là où naturellement il n'y aurait plus d'eau ou en raison des autres usages il n'y aurait plus d'eau. Donc à l'avenir on anticipe une baisse des débits dans la Loire. Les études qu'on a faites montrent que si on veut conserver les mêmes débits à l'étiage en Loire, il faudrait à peu près 2 fois plus d'eau en moyenne depuis le barrage de Villeray et 3 fois plus depuis le barrage de Naussac, sachant que ce sont des réservoirs considérables. La retenue de Villeray stocke environ 130 millions de mètres cubes d'eau et celle de Naussac environ 185 millions de mètres cubes d'eau. Est-ce que l'observateur que vous êtes est inquiet quant à ces capacités de retenue d'eau et cette capacité à fournir de l'eau pour l'ensemble des usages que vous avez évoqués? Et question subsidiaire, arriverait-il un moment où il faudrait faire des choix entre l'usage de l'eau potable, des populations animales, de la production d'électricité? Faudrait-il arbitrer? Bon, je parlerai pas en termes d'inquiétude, parce que voilà, on gère et on regarde techniquement, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, et on la partage. C'est quelque chose qui arrive déjà. On n'est pas besoin de se projeter en 2050 pour regarder ce partage-là, puisqu'en fait, il y a une variabilité interannuelle du climat, et donc déjà, il y a des années où il y a plus d'eau et il y a moins d'eau. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était plutôt des moyennes, et ben, il y a des années, d'ores et déjà, où il y a moins d'eau. En 2019, on a connu un étiage important, et dans ce cas-là, il faut décider de diminuer les objectifs de soutien d'étiage pour pouvoir durer toute la saison d'étiage. Si on se rend compte dès le mois de juillet qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, que les réserves dans les barrages diminuent et que les besoins sont importants pour tous les usages, il faut prendre des décisions. Tous les sont réunis pour cela autour du préfet coordonnateur de bassin pour éventuellement diminuer les objectifs de soutien d'étiage. Ça se fait en écoutant l'ensemble des besoins des usagers. J'ai rappelé les usages tout à l'heure, et certains ont besoin de plus d'eau à une période, peut-être l'irrigation un peu plus tôt
en saison d'étiage, au mois de juin, juillet, peut-être août. Et puis d'autres ont un besoin plus continu. C'est le cas des centrales nucléaires ou pour l'alimentation en eau potable, puisque l'usage est réparti sur toute la saison. Et il faut encore que ces usages puissent se réaliser en octobre, voire en novembre ou en décembre, parce que les débits de la Loire peuvent être bas jusqu'à tard. L'étiage le plus sévère de ces dernières années, c'est en 2015, où le soutien à l'étiage a duré jusque fin décembre, début janvier. Voilà. Donc on connaît déjà cette situation et il y a des mécanismes pour permettre aux acteurs de décider de la façon de gérer cette eau. Merci pour ces quelques précisions. Alors, je me tourne tout de suite vers Antoine Ménager, qui est le directeur de la centrale nucléaire de production d'électricité de Chinon. Monsieur Ménager, vous êtes un gros consommateur d'eau? Oui et non. Oui et non. Comme ça a été dit, il y a plusieurs gros usages de l'eau, hein. La consommation de Chinon, vous voyez, c'est 53 nanomètres cubes, mais dans l'absolu, il faut revenir à ce qu'on fait en instantané, c'est 5,6 mètres cubes seconde qui sont prélevés, mais c'est seulement 1,7 mètres cubes seconde qui sont consommés, puisque une grosse partie est restituée. En fait, ce qui est prélevé et qui disparaît, bah, c'est les fameux panaches de vapeur d'eau, hein, qui assurent le refroidissement des tours de refroidissement de Chinon, qui sont d'ailleurs elles-mêmes un sujet par rapport à la thématique d'environnement ce matin, puisque vous le savez sûrement ou pas, mais on n'a pas des grandes cheminées qui peuvent faire jusqu'à 180 mètres de haut. Je crois que c'est le record, c'est à Civaux. Non, nous, on a inventé à Chinon, enfin nos prédécesseurs, nos constructeurs ont inventé les cheminées à ras de terre, si je puis dire, qui font que 30 mètres de haut, pour l'insertion dans le paysage. Et ça aussi, c'est une façon de respecter l'environnement. Donc, pour finir sur l'eau, comme ça a été dit, la ressource, elle est régulée, elle est partagée, sous contrôle de l'agence de l'eau, mais dans les périodes d'étiage, la consommation de l'eau pour les centrales, celle de Chinon par exemple, c'est que 30% des usages dans les périodes d'étiage, parce qu'il y a d'autres usages comme l'irrigation par exemple, qui prennent beaucoup plus. Par contre, sur l'année, c'est plus équilibré, c'est un peu plus de 50%. Mais je dirais, on les a passés très bien. Il faut dire aussi que c'est des phénomènes très prédictibles, très bien modélisés. Donc, je dirais, sur une saison, on sait où on va, on a le temps de prendre les décisions et de s'organiser. Donc après, c'est la question du long terme. Je dirais le long terme. De toute façon, on a une centrale nucléaire qui est pas loin, alors qui est pas dans la région, qui est Civaux, que j'ai cité, sur laquelle j'avais travaillé dans ma jeunesse. Vous connaissez le débit de la Vienne, et pourtant c'est une centrale de 2 fois 1500 mégawatts de réacteurs, donc il y a une station de pompage tout à fait adaptée, avec des stockages. Et puis aux États-Unis, vous savez qu'il y a des centrales nucléaires dans le désert, donc je dirais, on sait s'adapter sur le moyen terme. Et sur le court terme, c'est très modélisé, c'est très prédictible. Je le redis aussi parce qu'on est sur une thématique du nucléaire, de l'environnement, et il faut jamais oublier la sûreté, qui est quand même la base de l'environnement. C'est jamais un sujet de sûreté. La ressource en eau, comme c'est un phénomène lent, prédictible, on a le temps toujours de mettre nos réacteurs à l'arrêt dans une situation extrême, avec anticipation. Donc ça pourrait être un sujet de production, mais aujourd'hui, honnêtement, on a le temps de le voir venir et on le gère très bien. Je le disais tout à l'heure, et Monsieur Copin l'a rappelé, Chinon, c'est Chinon qui a ouvert la saga du nucléaire en France dans les années 50, avec une technologie qui n'est pas qui n'est plus celle qu'on connaît aujourd'hui, le graphite gaz. Mais est-ce que aujourd'hui, précisément, avec l'évolution des technologies, les prochaines centrales nucléaires, alors outre le PR, mais les technologies auxquelles on pense pour demain pourront faire abstraction d'une certaine façon de cette quantité d'eau que vous ponctionnez dans la Loire, ou pas du tout? On a toujours de toute façon besoin d'eau, ne serait-ce que pour alimenter les turbines, bien entendu. Oui, alors, bon, écoutez, moi, je connais un peu l'EPR de par mon passé, mais ce qu'il pourrait y avoir d'autre, ça, c'est moins mathématique. Là, je vous parle plus en qualité de directeur de Chinon. Non, mais là, on est rattrapé faut revenir aux sciences. Hein, on peut penser à des tas de choses, mais il faut revenir aux sciences. Le cycle de Carnot, c'est de la thermodynamique. Il faut une source froide, et donc cette source froide, soit c'est la mer, soit c'est les fleuves. Ça peut être l'air, enfin, en tout cas, il faut une source froide. Donc non, il faudra toujours un moyen de refroidir. Par contre, la façon dont on l'organise et on la gère, je vous l'ai dit,
il y a quelques centrales nucléaires aux États-Unis qui sont quasiment dans le désert, qui utilisent les eaux usées d'une grande ville pas très loin. Enfin, il y a des façons, vous voyez, c'est une façon d'utiliser l'usage. Donc, il y a des façons de gérer ça, et le plus simple étant aussi le bord de mer. C'est pour ça d'ailleurs que les projets de nouveaux réacteurs sont plutôt en bord de mer, mais on renonce pas sur les fleuves. Et en tout cas, je vous ai cité Civaux, qui est l'exemple de ce qu'on sait faire en France. Bon, moi, si vous permettez, je reviens quand même sur le sujet qui relie avec cette saga du nucléaire. Il est clair que tout le début de la saga, il a été tiré par aussi un souci d'indépendance énergétique, c'est très clair, et on en bénéficie aujourd'hui, on en est très fiers. Et au-delà de cette indépendance, on a un coût de cette électricité en France qui est en moyenne beaucoup plus bas que dans les autres pays d'Europe. Donc on peut être fier de ça, et ça c'est le nucléaire qui l'a amené, mais au départ par un souci d'indépendance énergétique et de réponse à la crise économique. On se rappelle du choc pétrolier, de tout ça. Aujourd'hui, il y a toujours ça, mais forcément, et il faut le rappeler, qu'une centrale nucléaire, ça produit massivement de l'électricité qui n'émet pas de CO2. Et ça, aujourd'hui, je dirais, on a tous vu les marches pour le climat dimanche. On a vu, heureusement, quelques petites pancartes qui rappelaient ça pour le nucléaire, mais il faut rappeler et faire cette pédagogie sans cesse. Alors, je sais qu'autour des écrans, les gens qui sont là sont plutôt convaincus de ça, mais il faut le rappeler aujourd'hui. Le nucléaire, c'est une façon de produire massivement d'électricité dans une surface très réduite, parce que Chinon, c'est un magnifique site, je peux vous le faire visiter, c'est une centaine d'hectares, mais sur 100 hectares, on produit quasiment 5 à 6% selon les années, selon les cuvées à Chinon, de la production électrique française, et ça totalement décarboné. On parle d'artificialisation des sols et tout, imaginez par d'autres moyens de production les surfaces équivalentes. Donc ça, il faut se le rappeler. D'ailleurs, la preuve, on est au cœur, vous l'avez dit en intro, de la Loire qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Chinon, il n'y a que 2 centrales nucléaires en France. On est au cœur d'un parc national régional, hein, Loire, Anjou, Touraine. Il y a Chaux dans les Ardennes qui est un autre parc. Donc, vous voyez, en fait, on est quelque chose de très compact, et du coup, dans notre environnement, on s'intègre parfaitement. J'ai cité les cheminées, enfin les aéro-réfrigérants de Chinon pour l'impact visuel. Donc, il faut rappeler ça sans cesse. C'est une énergie concentrée et puis surtout pilotable. Je suis bien placé pour le vivre à Chinon. Ça a été rappelé, on alimente l'Ouest. Vous savez, par moment, il y a à concilier des enjeux d'équilibre de notre production, d'usure du combustible. Je vous donne un exemple. Ce week-end, il aurait été tentant, parce qu'on regardait ça globalement, nationalement, d'arrêter un réacteur de Chinon pour économiser son combustible. Sauf qu'il fallait être en soutien de l'Ouest. Donc, vous voyez, on a des ajustements, et nos réacteurs, on est capable de baisser leur production, de la remonter. D'ailleurs, au mois de janvier, quand il y a eu le creux de froid et la consommation la plus forte là pour l'instant de l'hiver, les centrales nucléaires, dont celle de Chinon, ont été au rendez-vous. Donc on sait s'adapter, et tout ça sans émettre de CO2. Donc on est, enfin le fameux mix électrique pour faire monter les renouvelables à 50%, mais avec quelque chose de pilotable en face qui est le nucléaire, c'est vraiment ça la solution. Et donc il faut la préserver et l'entretenir et la développer. Ah, je vous entends plus. Monsieur Delage, je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, Allô, là allô? c'est mieux. Oui, Voilà, ça pardon. va. Je disais que je reviendrai vers vous dans quelques minutes pour reparler de ce mixte. Je voudrais savoir si on a récupéré le docteur Laurent Philippe qui était avec nous tout à l'heure. Alors, on ne l'a toujours pas. Donc, je vais me retourner vers vous, Didier Burnel, directeur maintenance de RTE Centre Val de Loire. Euh, on parle de ce mixte énergétique, et Dieu sait si c'est une question récurrente aujourd'hui. Est-ce que RTE, puisque je disais que vous étiez une entreprise sous monopole régulé, est-ce que RTE est consulté par le gouvernement dans les stratégies électriques, justement, par exemple dans la décision d'implanter des champs éoliens ou solaires ici et là, en fonction du réseau existant ou peut-être qui est à construire? Alors, RTE, je vais évoquer avec vous rapidement 2 productions, 2 communications que l'on fait tous les ans. C'est d'une part un bilan de l'énergie électrique de l'année passée, puis également des projections
on dira, de la production face à l'évolution de la consommation, ce qu'on appelle le bilan prévisionnel. Alors, l'ensemble des documents sont consultables sur nos sites de RTE, puisque tout ce que l'on dit ou qu'on produit est public et ouvert à chacun, quoi. Donc effectivement, tous les ans ou assez régulièrement, on produit des documents pour éclairer le pouvoir public sur un certain nombre d'évolutions on dira de l'environnement électrique en France. Alors, notre rôle se limite à éclairer les pouvoirs publics. Nous ne sommes pas des décideurs, on donne des informations à ceux qui sont en capacité de prendre des décisions pour favoriser telle ou telle énergie. On élabore un certain nombre de scénarios avec effectivement des recommandations. Ce serait bien qu'RTE étudie tel type de scénario avec plus de nucléaire, moins de nucléaire, plus d'énergie renouvelable. Nous devons avoir un rôle de neutralité, d'impartialité dans nos études et de neutralité par rapport effectivement à l'ensemble des acteurs du marché électrique. Alors l'éclairage que l'on donne, c'est les schémas décennaux ou les bilans prévisionnels à plusieurs années. On vient d'en produire un le 24 mars, un communiqué de presse d'ailleurs éclaire le message que l'on a produit. Avec ça, un certain nombre d'orientations. Alors, je ne sais pas si on y viendra ou pas dessus, avec 3 étapes identifiées sur les années à venir en termes de marge de production, une pilotabilité du parc de production qu'a évoqué à l'instant le directeur de la centrale de Chinon, quoi. Donc, notre objectif à nous, c'est effectivement de produire aux décideurs, aux politiques, mais également aux régions. Dans les schémas décennaux de développement des énergies renouvelables, nous donnons la capacité du réseau de RTE à accueillir à tel endroit ou tel autre endroit des moyens de production, qu'ils soient thermiques classiques, thermiques nucléaires et renouvelables, donc qu'ils soient donc à ce moment-là hydrauliques, éolien ou photovoltaïque. Et une question à propos. Alors, donc on comprend là, c'est la production. Vous évoquiez tout à l'heure rapidement les nouveaux usages. Il en est un qui est important et qui suppose un maillage particulier du territoire. C'est l'usage des véhicules électriques et des bornes de recharge. On sait que certaines sont très consommatrices d'électricité. Comment RTE est-elle impliquée dans ce maillage? Alors, on travaille avec les distributeurs, et en particulier Enedis, puisqu'en fait, les bornes électriques, même si elles consomment beaucoup, n'ont pas la consommation suffisante pour être accordées sur le réseau de RTE. Effectivement, le développement de ces nouveaux usages doit se faire en collaboration avec les distributeurs pour savoir si effectivement il faut adapter ou pas le réseau en amont, en le faisant grandir, renouveler, etc. L'usage le plus important, néanmoins, qui se profile à l'horizon, au-delà des usages liés à l'énergie, l'électricité pour le recharge des véhicules, quels qu'ils soient, de transport en commun ou particulier, c'est toute la partie, on dira, de transformation progressive de la consommation carbonée des entreprises qui se dirigent et qui doivent se diriger à un horizon 2030 sur une énergie décarbonée. Et donc forcément, on a derrière en tête l'électricité, quoi. Et donc nous, effectivement, on doit prendre en compte ces évolutions de consommation, faire face également à l'inverse, des réductions de consommation qui peuvent être liées à l'efficacité énergétique dans les domiciles particuliers ou même dans les PME, PMI. Et donc arriver à estimer à un horizon 5, 10 et au-delà, toute la partie qui est liée à l'augmentation en nouveaux usages ou transformation d'un certain nombre de choses, avec effectivement en contrepartie les gains que l'on peut faire sur la consommation d'énergie, quoi. Et c'est le travail de RTE avec des hypothèses à 5, 10 ou 15 ans. D'accord. Alors, je crois savoir que le docteur Laurent Philippe on a réussi à le joindre. Monsieur Philippe, Oui, je suis là. m'entendez-vous? Ah, parfait. Je suis là. Parfait, merci beaucoup. Excusez-moi, Alors, le problème de connexion. mais
voyez comme quoi on peut parler de modernité dans la production et la diffusion de l'électricité. On peut avoir encore quelques marges de progression dans la. Alors, docteur Philippe, il est un point important. On a dit que la production nucléaire apporte de l'électricité, bien entendu, mais c'est tout un ensemble de savoirs scientifiques qui aujourd'hui vous permettent, médecins, d'intervenir. Vous êtes vous-même ce qu'on appelle un médecin nucléaire. Et puis, vous menez toujours des recherches en cardiologie. Vous avez été maître de conférence au CHU de Tours et vous êtes au pôle santé Léonard de Vinci à Tours. C'est dire que vous connaissez bien ces technologies pour les utiliser, pour y travailler dans leur avenir. À quoi servent-elles aujourd'hui dans le traitement, et à quoi travaillez-vous pour plus tard? Alors, tout d'abord, médecin nucléaire, c'est pas, comme beaucoup de gens le pensent, un médecin du travail dans une centrale nucléaire. Non. C'est, la médecine nucléaire, c'est une spécialité médicale d'imagerie, et essentiellement d'imagerie, mais donc de diagnostic, d'imagerie fonctionnelle, métabolique. Et puis, maintenant, il commence à y avoir aussi de la radiothérapie. Mm-hmm. Alors, c'est une discipline qui est relativement jeune, entre guillemets. Elle date des années 70, par rapport à la radio qui était beaucoup plus ancienne. Et ça s'est développé de façon assez importante. Par exemple, le TEP scan est une technique récente qui date des années 2000. Et actuellement, il y a déjà plus de 300 000 TEP scans qui sont pratiqués en France par an. Et au point de vue du développement de la médecine nucléaire, une statistique en Europe qui date de 2016, entre le diagnostic et le traitement, ça correspond à 12 millions de procédures pour une année. Donc c'est une discipline relativement jeune, assez inconnue, même dans le monde médical, mais qui est en plein développement. Est-ce que de ce point de vue, est plutôt en pointe? Où en est-on? Pardon, j'ai pas entendu le début. Je vous posais la question de l'état d'avancement des travaux et de la technologie en France en particulier par rapport au monde. En France, on est relativement bien placé pour le développement dans les congrès internationaux. Les équipes françaises sont bien représentées. Et on est en général assez à la pointe des autres pays, en particulier par rapport aux États-Unis. Évidemment, souvent on n'a pas les mêmes moyens, mais quelquefois ils sont même étonnés qu'avec peu de moyens, on arrive à faire aussi bien qu'eux. Donc c'est une discipline qui continue à se développer. Vous-même, vous travaillez vous travaillez à Tours, mais Monsieur Copin le disait tout à l'heure, la grande région de la Sphène, c'est à la fois la région Centre-Val de Loire, qui donc est productrice d'électricité, avec les 4 centres qu'on vient d'évoquer, mais aussi les Pays de Loire, qui sont juste à côté, dans lesquels il n'y a pas de production. En revanche, la recherche est importante, et il y a notamment un cyclotron à Nantes. À quoi vous sert-il? Comment travaillez-vous avec eux? Le cyclotron, c'est la machine Aronnax. À vrai dire, on n'a pas de participation commune, parce que c'est un cyclotron qui est essentiellement dirigé vers la recherche pour le moment. Il commence à produire, je crois bien, des produits pour la thérapie, mais c'est encore, c'est pas distribué de façon routinière. Et on a des relations au niveau de la recherche, mais pas tellement au niveau de l'utilisation clinique.
est-ce que vous êtes en France de plus en plus nombreux à être médecins nucléaires, donc avec la définition que vous en avez donnée, utilisateurs de cette ressource très particulière? Oui, ça a été longtemps cantonné dans le domaine public, donc le Mhm. nombre de postes était limité. Et puis, dans les années 90, il y a eu des autorisations en libéral qui ont été données. Et maintenant, il y a 213 services de médecine nucléaire en France. Et ce qui représente, euh, par exemple, pour le centre Val-de-Loire, il y a 9 services. Ça correspond à 4% du parc français d'équipement. Et la population de la région centre, c'est aussi à peu près 4% de la population totale. Donc, on est dans la moyenne du nombre de services de médecine nucléaire. Mais 213 services, ça correspond à moins de 1000 médecins nucléaires en France. Ce qui est une petite discipline, quoi, au point de vue quantitatif. Par rapport aux Donc radiologues qui sont 40 fois plus nombreux que nous. c'est une discipline dont vous diriez que elle va par la force des choses grandir encore, ou est-ce que elle restera une discipline de pointe qu'on utilisera en dernier recours? Mais ça dépend des secteurs de la médecine nucléaire. En cancérologie, c'est le TEP scan qui, lui, il va se développer de façon exponentielle, on peut dire. Parce que c'est un examen, c'est une machine qui devient incontournable dans le bilan de cancérologie, soit pour le diagnostic, soit pour le suivi. Maintenant, bon, pas pour tous les cancers, parce qu'il y en a qui sont pas explorables par cette technique, mais dans la majorité des cancers, le TEP scan a une précision d'image qui est extraordinaire, quoi. On arrive à dépister des tumeurs de quelques millimètres et en faisant des bilans corps entiers. Et puis l'autre secteur, c'est la cardiologie aussi qui continue à se développer. Et pas malgré, mais bien parallèlement par exemple, aux coronarographies, qui sont des méthodes invasives, mais c'est des méthodes complémentaires. La scintigraphie a le mérite d'être non invasive et qui donne des résultats fonctionnels par rapport à la radiologie qui donne des résultats morphologiques. Par D'accord. exemple, quand vous avez quelqu'un qui a un dans un poumon, qui correspond à un nodule, une petite boule, le scanner va montrer que c'est la forme, la taille, la dimension de cette lésion. La médecine nucléaire, elle, va montrer si c'est actif, si c'est vieux, si c'est récent, si c'est en progression. Donc c'est un peu la radio, c'est l'autre technique d'imagerie, mais c'est complémentaire. Merci pour ces précisions. Puisqu'on parle de développement, de recherche, de technologie future, je me tourne vers vous, Antoine Ménager, directeur du CNPE de Chinon. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de passer de la deuxième à la troisième génération de production d'outillage de production à Chinon. Les élus, je pense notamment à Belleville, semblent avoir aussi cette envie. On sent que les élus oui, ont envie d'aller plus loin encore, de participer de cette modernité. Est-ce que vous sentez un soutien justement de nos élus pour cette production nucléaire aujourd'hui en France? Ah bien, élu de proximité, c'est évident. Je veux dire, vous avez rappelé l'histoire de la centrale de Chinon, on a rappelé la boule. Je dirais, la boule, elle pourrait être au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. Enfin, en tout cas, elle fait partie du patrimoine du territoire. Et donc, non, il y a un vrai soutien local. Mais dans certains cas, vous savez, c'est un peu comme la gravité, c'est un peu l'inverse du carré de la distance. Plus on s'éloigne de la centrale, plus, je dirais, c'est un objet un peu plus abstrait.
et on va pas faire de politique régionale, ça serait malvenu, mais on sent en tout cas, il y a des gens qui prennent la parole, des fois, pas forcément sur des bases rationnelles et scientifiques, comme on disait, puisqu'ils nient, je dirais, l'évidence déjà du caractère décarboné du nucléaire. Et donc, je dirais, il y a du soutien local de proximité, mais je dirais, il faut faire plus de pédagogie en s'éloignant et en touchant les plus grandes métropoles. Ça c'est extrêmement important. Mais il y a une envie, et on sent quand même que le débat climatique, malheureusement, je dirais, la fermeture de Fessenheim, qui est quand même un crève-cœur pour nous tous, exploitants nucléaires, et par rapport à son enjeu climatique, a quelque part, sûrement trop tard, et c'est ça qui est dommage, mais a généré une prise de conscience. Donc, espérons ça. Après, faut aussi mêler tous ces enjeux, c'est-à-dire que Chinon, actuellement, c'est 4 réacteurs de 900 MW. D'ailleurs, il y a les derniers, donc les plus jeunes réacteurs du parc 900 MW à Chinon, puisqu'on vient tout juste de terminer la visite décennale des 30 ans pour le dernier réacteur, au moment où, vous savez, on passe les 40 ans dans la vallée du Rhône. Donc ça montre aussi tout l'étalement. Et donc, je dirais, les réacteurs de Chinon, selon les hypothèses de la PPE, ils ont encore 20 ou 30 ans devant eux. Donc vous voyez, ça laisse le temps, et ça laisse le temps justement de préparer la génération suivante. En tout cas, le site de Chinon, il a les capacités techniques pour. Il faudra effectivement regarder sa source froide pour les prélèvements, mais il y a des solutions. Donc il y a des conditions techniques, mais vous l'avez très bien dit dans votre question, il y a des conditions techniques, mais avant tout, c'est une envie d'un territoire. Il faut que le territoire l'exprime. Et évidemment, ces élus de proximité, mais je dirais plus largement les élus régionaux. Et donc, je vous fais pas, on va pas aller plus loin sur la donne du centre Val-de-Loire, mais vous connaissez les enjeux pour une expression forte, massive en faveur du développement du nucléaire. Mmh. Alors, on l'a dit, le nucléaire est exportateur en région Centre-Val de Loire. Vous parlez des technologies futures. Il en est une dont on parle beaucoup, qui est l'hydrogène, cette production d'hydrogène. Je crois savoir que EDF participe pour une part à ces recherches, bien entendu, comme elle s'intéresse à d'autres énergies. Ça va de soi. Le fait que la région Centre soit aussi productrice, soit tellement productrice d'énergie électrique nucléaire, est-ce qu'elle laisse un peu de côté l'hydrogène, ou au contraire, est-ce que l'un et l'autre fonctionnent ensemble? Alors, la région est effectivement engagée dans l'hydrogène. D'ailleurs, là en Touraine, on se sent concerné parce qu'il va y avoir une expérimentation sur une ligne locale là, de train à hydrogène. Donc c'est vrai que le couplage est effectivement tentant. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Après, à un niveau plus global, vous l'avez cité, EDF est engagé, on a une filiale H Dynamics dans laquelle on croit beaucoup à cette complémentarité, parce que ça a été dit avec votre question sur les bornes électriques. Pour réussir la transition énergétique, il faudra passer par un usage massif de l'électricité, à condition que cette électricité soit décarbonée. Mais il y a quelques usages, les transports lourds, le ferroviaire, les poids lourds, on sent que le passage à l'électrique sera compliqué, donc c'est plutôt par une énergie intermédiaire type hydrogène. Mais l'hydrogène, vous le savez, enfin, je rappelle sûrement des évidences pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, plus de 99% de l'hydrogène utilisé partout, il est issu de raffineries du cracking, donc il est émetteur de CO2. Donc, pour que ça ait un sens, il faut que cet hydrogène, ce soit un hydrogène produit à partir de sources électriques par l'électrolyse décarbonée. Et c'est vrai que le nucléaire peut être un atout. Alors après, il y a la question de où est-ce qu'on s'installe, parce que, alors on a de l'hydrogène sur nos centrales nucléaires, puisque je rentre pas dans les détails techniques, mais notamment pour conditionner les alternateurs, il y a de l'hydrogène. Donc on est habitué à vivre avec de l'hydrogène, mais une source massive d'hydrogène à côté d'un réacteur nucléaire, évidemment, tout ça, ça doit s'étudier de près. Donc il y a la question de la proximité, il y a la question du coût. Aujourd'hui, moi je suis pas spécialiste, mais il faut que tout ça, ça a aussi un intérêt économique. Mais oui, c'est un usage. C'est un usage prometteur d'un échelon global. Après, en Centre Val de Loire, je ne suis pas forcément qualifié pour savoir comment on peut faire ça. Mais en tout cas, EDF, à chaque fois qu'il y a un projet qui est sollicité, s'y intéresse, ça c'est certain.
Alors, je vais me tourner vers Benoît Rossignol, qui est, je disais tout à l'heure, le gardien de l'eau pour l'établissement public Loire. Justement, cette idée de production d'hydrogène à partir de molécules d'eau, est-ce que c'est une nouvelle source de consommation? Plutôt, est-ce que c'est un nouvel objet de consommation et donc des sources qui vont être sollicitées de nouveau? Vous êtes très regardant là-dessus, j'imagine. On essaie de voir quels sont les usages de l'eau actuels et futurs, mais c'est vrai que pour l'instant, cet usage-là n'est pas connu et on n'est pas pris en compte comme source de besoin, nouvel usage de l'eau. Voilà. Si je peux rebondir sur la notion de gardien, bon, il faut être très humble et modeste quand on parle de la gestion de la ressource en eau et de la régulation de fleuves comme la Loire ou l'Allier, parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça, et surtout, on n'a pas des barrages qui sont comme des robinets. On ouvre exactement ce qu'on veut, on a exactement le débit qu'on a lâché à un endroit, il va aller jusqu'à l'autre endroit. Si on prend les centrales nucléaires, elles sont situées à plusieurs centaines de kilomètres à l'aval des barrages de Villeray et de Naussac. L'eau qui va être lâchée de Naussac va mettre peut-être 6, 7, 8 jours à arriver du côté de Dampierre, par exemple, ou de Chinon. Enfin, ça va être assez long. Pendant ce temps-là, il va se passer d'autres choses pendant ces plusieurs jours. Peut-être qu'il va pleuvoir, ou peut-être qu'au contraire, il va faire un temps très sec et très chaud. Peut-être qu'il va y avoir d'autres prélèvements intermédiaires. Et donc, on voit bien qu'on gère avec un système qui est assez complexe et vaste. Et donc, on n'est pas effectivement à la goutte d'eau près. Et de même, hein, pour l'autre régulation dans l'autre sens, quand il y a des inondations, le barrage de Villeray permet de décréter les crues, mais il se situe quand même assez en amont du bassin, et puis il peut se passer d'autres choses. De l'eau peut arriver par l'Allier ou par d'autres affluents, avec un temps aussi de propagation de quelques jours. Donc on estime que sur une crue centenale, par exemple, donc il y a une chance sur 100 de se produire chaque année. Le barrage de Villeray peut permettre un écrêtement qui va faire gagner quelques dizaines de centimètres au droit des centrales nucléaires, de l'ordre de 50 centimètres. Mais voilà, ce sont des choses qu'on peut calculer, qu'on anticipe, qu'on prépare. Et ensuite, le jour où ça arrive, c'est à peu près ça, parce qu'en fait, il peut se passer beaucoup d'autres choses que ce qui est écrit en théorie. Et surtout, il faut garder l'idée qu'on est gardien, mais sans être vraiment à la goutte d'eau près, parce que le système ne le permet pas. C'est un système beaucoup trop vaste, avec beaucoup trop d'acteurs, de paramètres climatiques et d'incertitudes aussi, y compris sur les mesures qui sont à prendre en compte. En revanche, j'imagine que vous êtes très observateur de ce qui se passe autour des centrales nucléaires. Et une question justement nous vient sur le chat. Quid de la surveillance environnementale autour des centrales? Je reposerai la question bien entendu à Antoine Ménager, mais vous-même, comment faites-vous? À quelle périodicité? Est-ce que ce sont vos équipes ou est-ce que ce sont des laboratoires indépendants, je ne sais pas, qui observent et la qualité de l'eau et la température de l'eau qui est remise en Loire, les niveaux à ces proximités? Comment faites-vous? En quelques mots. Alors, c'est pas du tout du rôle de l'établissement public Loire. Nous sommes une structure d'ailleurs assez petite, d'une cinquantaine d'agents à l'échelle du bassin, et ce sont des choses qui sont plus regardées un peu plus localement, alors que les établissements publics Loire se concentrent sur ce qui est minimum, en fait, on va dire interdépartemental ou interrégional. Donc, c'est le suivi de la qualité de l'eau est réalisé plus localement, à la fois parce qu'il y a des obligations, je pense qu'ils pourront être décrites, qui s'imposent aux usagers, et puis aussi parce que les services de contrôle, les services de l'État, que ce soit avec différents organismes, notamment l'organisme qui font ces suivis qualité des eaux, en amont, en aval des centrales, en différents points du bassin. Nous-mêmes, en fait, pour la partie quantitative, donc sur la gestion
la régulation des débits, on s'appuie sur un réseau de mesures qui est géré actuellement par l'État, la Direction générale de l'environnement, où il y a tout un réseau de stations de mesure de débit et de pluie, de précipitations, que nous utilisons avec un lien, une collaboration avec l'État. Une autre question, puisque je vous ai en face de moi pour le moment, j'en profite. Qui finance le service de soutien d'étiage de l'établissement public Loire? C'est une bonne question, effectivement. Le soutien d'étiage est financé par les usagers qui en bénéficient, c'est-à-dire par l'ensemble des usagers qui sont situés à l'aval des 2 barrages et qui prélèvent de l'eau dans l'Allier, dans la Loire et leur nappe d'accompagnement, donc tout au long de ces 2 corridors fluviaux. Donc le principal usager est financé bien en lien avec les nucléaires, mais ce sont aussi les autres usagers que sont donc pour l'usager pour l'eau potable, pour l'irrigation. Ce qui est important de mentionner, effectivement, c'est que c'est l'ensemble des usagers qui sont bénéficiaires, et cela des barrages jusqu'à Nantes, voilà, sur l'ensemble du cours d'eau. D'accord. Une question. Alors cette même question pour Antoine Ménager, directeur du CNPE de Chinon. Monsieur Ménager, comment sont effectués les contrôles, puisqu'on parle environnement. Je le rappelle, la température d'eau qui est remise en eau, les quantités utilisées, la sécurité, etc. J'imagine que ce sont des établissements indépendants. Oui, alors question essentielle. Je dirais, si on prend un pas de recul, je vais revenir à votre question. La condition, je dirais, pour qu'on produise cette électricité avec tous les avantages qu'on a recités, c'est la confiance du public. Cette confiance, on doit en permanence, je dirais, c'est un devoir, et vous savez que ça met du temps à se gagner et ça peut se perdre très vite. Et du coup, ça avec transparence. Alors, juste pour rebondir, en parallèle, je regardais sur mon ordinateur les débits de Loire, tout ce qui était cité, où le public peut y avoir accès en temps réel. D'ailleurs, juste une anecdote pour illustrer, je dirais, ce fleuve sauvage, même s'il est régulé, qui est la Loire. Il y a tout début février, on tangentait les 2500 mètres cubes secondes à Chinon. Et vous voyez, on est à peine 2 mois après, on est revenu à quasiment 300, 320. Donc, mais je vous cite ça parce que n'importe qui va sur Google et puis va sur Vigicru et va tomber sur la station de Langeais et va voir ça. Après, sur la qualité de, je dirais, notre impact sur l'environnement. C'est la même chose. Toutes ces données, elles sont accessibles en temps réel par un réseau national de mesure, un organisme indépendant, alimenté par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN. Donc toutes ces données, elles sont accessibles en permanence du public. C'est peut-être assez peu connu, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette image qui nous colle à la peau, on nous cache des choses. Non, tout ça est accessible. Et il y a presque trop d'informations. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on les fait. Le CNPE de Chinon, pour vous illustrer, c'est 7000 prélèvements dans l'environnement chaque année, et au total, c'est 20 000 mesures. Donc nous, en tant qu'exploitants, on est responsable, on a une réglementation environnementale à respecter. Cette réglementation, elle était l'objet, je dirais, d'analyse d'impact, de prendre les meilleures techniques disponibles, et c'est, je dirais, elles ont toutes fait l'objet d'enquêtes publiques, sur lesquelles aussi le public a pu s'exprimer, et après, cette réglementation s'applique à nous, et d'ailleurs, elle est révisée régulièrement pour je dirais, continuer à s'améliorer sur les impacts. Et donc, nous, on a en charge de s'assurer qu'on est dans cette réglementation, et quand, de temps en temps, malheureusement, et ça nous arrive, mais c'est aussi ça la transparence, c'est reconnaître que de temps en temps, on peut commettre des erreurs et dépasser une limite réglementaire. On le signale en toute transparence, c'est les fameux événements significatifs, et on les déclare, ils sont déclarés à l'autorité de sûreté. André Copin, en introduction, citait la commission locale d'information. Je les explique en commission locale d'information. Enfin, donc tout ça est connu et à disposition. Ça, c'est ce que fait l'exploitant et c'est ma responsabilité. Après, évidemment, on a une autorité de contrôle. Et donc, pour le nucléaire français, et du coup, ce qui relève de l'environnement autour des centrales, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui fait également
ces opérations-là, mais je l'ai cité, elle est appuyée largement par l'IRSN. Et donc, voilà, je pense qu'on est l'industrie vraiment en France, je ne sais pas au monde, mais en tout cas en France, la plus contrôlée, et vraiment avec une masse d'informations à dispo du public qui est considérable. Donc, faut arrêter avec les procès de non-transparence. Non, il y a beaucoup de choses. Par contre, à nous, et c'est souvent là-dessus qu'on pêche, c'est souvent compliqué. C'est plus facile de faire un tweet qui fait peur que de prendre le temps de bien l'expliquer, qui sont quand même des sujets complexes où il faut revenir aux sciences. Donc on touche à la culture scientifique, on touche aussi à la capacité d'écoute des gens, mais on pourra revenir sur, je pense que chacun a en tête un événement qui a défrayé la chronique il y a maintenant 2 ans sur l'aval de Chinon, qui a fait un buzz terrible, mais s'exprimer avec rationalité sur ce sujet. Et depuis, je peux vous dire qu'il y a des moyens considérables qui ont été engagés. On pourra y revenir, une campagne de mesure, 700 000 euros d'investissement par l'IRSN pour finalement accoucher d'une souris. Enfin, en tout cas, on pourra développer ce sujet si vous le souhaitez. C'est ce qu'on appelle de la communication de crise, qui est un exercice, on le sait, ô combien périlleux. Il est temps merci beaucoup de votre participation et de ce que vous nous avez dit. Il est temps de conclure cette première table ronde. Je me tourne vers André Copin. Qu'est-ce que vous, je crois qu'on a évoqué beaucoup de choses. En quelques mots, sécurité, environnement, énergie d'avenir. On a un peu tout dit et rappelé ce qui devait être l'essentiel. Tout à fait. Je tiens d'abord à remercier tous les intervenants. Et je voudrais faire un remerciement spécial pour l'équipe de Jean-Paul Cobé-Morel, qui est à la délégation EDF Centre Val-de-Loire, et plus particulièrement à Philippe Maufray, qui, sans eux, on n'aurait pas pu mettre en place ces 2 tables rondes. Donc là, je pense que là, on a une belle vue d'ensemble de notre belle région, et qui qui produit effectivement une énergie qui est entièrement décarbonée et dans tous ses états de sûreté et avec une qualité d'environnement, parce qu'il suffit de se promener sur le Val-de-Loire. Moi, j'aime bien faire beaucoup de vélo. Bon, m'arriver de faire la Loire à vélo, mais là, on a aussi, au travers de ça, une belle image d'un site et d'une région merveilleuse. Donc, il faut continuer. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, André Copin. Merci à tous les intervenants, Didier Burnel, Benoît Rossignol pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Antoine Ménager du CNPE de Chinon, et puis le docteur Laurent Philippe, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui nous a dit quelles étaient les technologies d'avenir pour nous soigner aussi. C'est important, le nucléaire participe de la qualité de notre soin. Voilà, cette première table ronde est terminée. Je vous propose qu'on se retrouve d'ici, je crois, 10 minutes, un quart d'heure, pour la deuxième partie de cette émission virtuelle. Enfin, l'émission, elle n'est pas virtuelle. On est en virtuel, mais l'émission est bien là, bien existante. On aura le plaisir on va parler de l'emploi, de l'innovation, de l'industrie, ce que pèse le nucléaire véritablement dans notre économie locale, et on en parlera avec des gens de l'INSA, de l'INSEE bien entendu, qui vient de produire une étude très intéressante à ce sujet-là. Et puis vous le disiez à l'instant, Monsieur Copin, Jean-Paul Combé-Morel, qui est directeur régional EDF pour la région Centre-Val de Loire, sera avec nous. Voilà, je vous retrouve dans une dizaine de minutes, je crois maintenant. À tout à l'heure, le temps d'aller prendre un café ou un verre d'eau, selon. Merci encore à vous 4 messieurs. Au revoir. Au revoir.